par la suite, merci. Liliana et j'oublie le nom. Tatine, je vous invite à venir ici en avant pour les prochaines présentations. Donc, les conférenciers ont à peu près une quinzaine de minutes pour présenter. Et par la suite, on aura une période de questions avec les présentations. Puis j'en profite aussi pour vous dire, cet après-midi, on a un atelier interactif sur les questions de mise en œuvre des ODD avec les données. Donc, je vous invite à rester aussi avec nous en après-midi. Donc, pour la première conférence, on va commencer avec l'équipe de SDSN qui est en ligne. J'espère que le son devrait être correct. Donc, je vous invite à mettre votre présentation et la parole est à vous. Vous avez 15 minutes. Parfait, Merci, bonjour. Juste. Allez-y, Ayman. Non, vas-y. Ok, merci beaucoup, Juste. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Gaston Fuller, je travaille au STSN sur le rapport de développement durable. C'est un très grand plaisir de vous parler aujourd'hui un peu de comment on utilise les données dans le cadre du suivi des ODD dans nos différents rapports et au niveau global et au niveau régional et international. Et même juste est-ce que tu peux te présenter avant que je commence? Ouais, merci. Eamon Drum, je suis chargé de programme senior à STSN, en charge notamment de la production de nos rapports phares, dont le Sustainable Development Report que Grayson va évoquer, mais aussi nos travaux de recherche sur les collectivités et la mise en œuvre des ODD à cette échelle-là. Et nous sommes basés à Paris, dont notre présence virtuelle. Alors, pour vous donner un peu de contexte sur le rapport de développement durable, c'est la publication phare qui suit des progrès des pays vers des objectifs durables. On publie ce rapport tous les ans depuis 2016 en amont du forum de haut niveau politique aux Nations Unies pour que les pays puissent utiliser les résultats de ce rapport dans le cadre du reporting des résultats à l'ONU. C'est avant tout un outil pour les décideurs politiques. C'est un indice, du coup, qui permet de synthétiser des informations complexes dans des informations beaucoup plus simples pour une gamme très variée de publics. Ça permet de tenir responsables les pays pour leurs engagements, pour les ODD, et aussi pour soutenir des débats sur comment prioriser les ODD au sein de la mise en place des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on peut voir quelles sont les priorités par ODD ou même au sein d'un ODD pour chaque pays, pour chaque ville, pour le contexte régional ou national donné. Aussi, notre grand objectif de nos rapports, c'est aussi de renforcer la disponibilité de données. Et pour ça, on travaille en complémentarité avec les efforts officiels, parce que nous, on est une organe non officielle. On travaille beaucoup avec l'ONU, Eurostat, OCDE et d'autres organisations formelles et officielles. Et aussi, on essaie d'identifier et mobiliser de nouvelles formes de données pour être en complément des données plutôt administratives ou traditionnelles, et aussi d'identifier là où il faut qu'il y ait plus d'investissement dans les bureaux nationaux de statistiques et quelles nouvelles formes de données il faut investir et mobiliser plus. Alors, pour notre rapport, il y a quelques particularités qui font que ce soit particulièrement pertinent pour la suivi des ODD. Un, comme je viens de mentionner, c'est l'utilisation des données non traditionnelles, par exemple ceux qui sont issus de la recherche scientifique, mais aussi des données géospatiales. Aussi, on utilise des cibles absolues quantitatives pour tous les indicateurs. C'est-à-dire que non seulement on va présenter un jeu d'indicateurs, on va aussi dire pour chaque indicateur quelle est la cible que tous les pays membres de l'ONU doivent atteindre, que toutes les villes au sein d'un pays doivent atteindre. Et ça permet de donner un peu de benchmarking, un peu de comparatif de performance pour chaque indicateur. En plus de ça, on agrège les résultats pour chaque indicateur. Du coup, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble pour l'ODD et pour tous les ODD dans leur intégralité. Du coup, ça permet d'un peu d'aller au-delà de juste les informations très
spécifiques, très précis au niveau des indicateurs pour avoir une vue d'ensemble de où on en est et où sont les priorités. Et finalement, une autre particularité de nos rapports, c'est qu'on sépare les indicateurs de résultats des indicateurs de mesure de politique. C'est-à-dire qu'au niveau d'agréger ces indicateurs, on regarde juste la performance en termes de résultats. On ne va pas mélanger des indicateurs de politique, la mise en place des accords, les conventions, avec des indicateurs de données en termes de résultats. Par exemple, la mortalité néonatale, mortalité maternelle. En termes de comment on présente les résultats, on présente toujours les données très explicites, très spécifiques en termes d'indicateurs à droite, par exemple sur les profils P. Du coup, on a par chaque indicateur quelle est la performance du P en question, quelle est l'année de référence, c'est quoi les séries dans les temps, les tendances, les tendances. Et puis à gauche, on a des résultats plus agrégés qui permettent de donner une vue d'ensemble, des résultats plus clairs et plus compréhensibles pour les décideurs politiques qui n'ont pas forcément le temps de regarder dans le détail de chaque indicateur où sont les priorités pour leur pays. Alors, on produit notre rapport global tous les années depuis 2016, mais on s'est rendu compte de plus en plus que au-delà des résultats globaux, les pays avaient intérêt pour des résultats et des indices plus raffinés à leurs contextes nationaux ou régionaux. Et du coup, on a commencé à faire des éditions régionales et internationales du rapport de développement durable pour l'ensemble de différents pays et régions dans le monde, y compris Europe, Afrique, Amérique latine, et pour les pays spécifiques comme le Brésil, le Paraguay, l'Espagne, l'Italie. Alors, la plus-value de ces rapports qui sont plutôt spécifiques à un contexte régional ou national donné, c'est qu'on peut mobiliser des données locales. Par exemple, on peut utiliser les données des bureaux nationaux de statistiques pour un pays donné. Pour le cas de notre rapport européen, on peut utiliser des données de Eurostat. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans notre rapport global parce qu'on a un contexte des pays qui exige des indicateurs qui sont pertinents pour tous les pays membres de l'ONU. Deuxième point, des indicateurs qui tiennent compte du contexte du pays. Du coup, par exemple, des pays qui sont en voie de désertification ou des pays qui ont des problèmes maritimes, ça, c'est vraiment l'opportunité pour nous de prendre en compte ces défis régionaux ou nationaux spécifiques qu'on ne peut pas mettre dans un rapport global. Et finalement, l'autre plus-value de ces rapports internationaux, c'est qu'on puisse voir au sein d'un pays où sont les inégalités, les disparités au sein du pays, en termes de villes, en termes de régions, mais pour un même indicateur, quelle est la différence de performance pour une ville par rapport à une autre? Et je voulais juste vous donner un exemple un peu concret. Du coup, par exemple, il y a 2 ans, on a lancé notre premier rapport de développement durable pour le Brésil. Dans ce rapport-là, on a pu inclure des indicateurs très spécifiques au contexte brésilien. Par exemple, on a pu inclure des indicateurs liés aux inégalités raciales et aussi aux problèmes liés à la déforestation. On a pu travailler avec l'Institut national des statistiques pour utiliser leurs données nationales et aussi avec d'autres ONG nationales brésiliennes. Et finalement, en termes de résultats, on a vraiment pu voir la disparité en termes d'atteinte de l'ODD entre le sud du pays, qui est un peu plus développé au niveau socio-économique, et le nord-est, qui a beaucoup plus de problèmes en termes de pauvreté et accès à l'infrastructure. Et puis finalement, à l'ouest, on a beaucoup de problèmes liés à la biodiversité et à la déforestation. Merci beaucoup. Ça, c'est la première partie de la présentation. Maintenant, je donne la parole à mon collègue Ayman pour poursuivre. Merci Grayson, je partage mon écran. Hop. Merci pour l'invitation à nouveau. Je vais évoquer assez rapidement 2 nouveaux indicateurs que l'on a développés cette année à partir des données géospatiales qui vont être inclus dans le rapport sur le développement durable qui va sortir en juin. Donc, il s'agit
d'indicateurs que l'on utilise pour le rapport global, c'est-à-dire pour comparer les pays, mais ces indicateurs peuvent aussi être utilisés à l'échelle d'un pays pour comparer les résultats entre des villes et des régions. Puis ensuite, je vais évoquer rapidement nos pistes de recherche avec l'OCDE. On a mené une enquête sur les politiques publiques dans le contexte actuel de crise énergétique et de l'inflation. Et on a eu quelques réponses des collectivités québécoises. Et puis, je vais évoquer aussi rapidement nos travaux sur les externalités négatives des villes et leur calcul. Donc, pour commencer, donc, on a cette année, avec nos équipes de data scientists et de géographes, on a élaboré 2 indicateurs différents qui exploitent des données géospatiales, plutôt accessibles, via des données qui sont accessibles librement en ligne, avec des méthodologies qui ont été développées par différents chercheurs que vous pouvez citer ici. Et pour commencer, donc, sur l'accessibilité urbaine, il s'agit, sans prêcher à la chorale, que vous savez tous, l'accessibilité urbaine, c'est-à-dire la distance à pied sous 15 minutes à différents types d'infrastructures et d'équipements urbains, points of interest, est particulièrement utile pour évaluer la justice spatiale dans les villes. Et cet indicateur est utile pour mesurer notamment le progrès sur le ODD 11. Donc, on a utilisé des données de OpenStreetMap pour identifier des lieux d'intérêt, donc points of interest, qui sont attribués géographiquement, c'est-à-dire des hôpitaux, des écoles, supermarchés, restaurants, etc. Et puis, ces données sont croisées avec les données sur la densité de population qui sont extraites de la couche mondiale des établissements humains, ou GHSL, de la Commission européenne, sous la forme d'une grille de 100 mètres par 100 mètres pour avoir une granularité très dense. Ensuite, on a effectué une analyse de réseau qui permet de quantifier la pourcentage de la population qui habite parmi la population urbaine qui habite dans des sous 15 minutes ou sous différents seuils au moins à pied de différents types d'équipements. Donc là, j'en ai extrait les résultats pour l'aire urbaine de Montréal, et on voit qu'il y a des différences assez importantes, ce qui est peut-être évident, mais ça nous permet, cet exercice avec l'indicateur nous permet de quantifier déjà cette mesure d'accessibilité, et puis surtout de mettre en comparaison les villes entre elles au sein d'un pays, mais aussi entre elles à l'échelle mondiale. Voilà, ça c'est un zoom sur Montréal à nouveau. Donc, encore une fois, pour en discuter volontiers plus tard, mais il s'agit ici de l'index global. Donc, en fait, c'est l'ensemble des équipements qui sont couverts, c'est-à-dire les hôpitaux, écoles, etc. Il y a une dizaine de catégories. Et donc, on va utiliser cet indicateur pour alimenter notre indice global sur les ODD. Le deuxième indicateur qu'on a élaboré cette année, en fait, c'était aussi à partir des recherches qui ont déjà été effectuées et publiées par Workman et McPherson. Il s'agit de l'indice d'accès rural. Donc là, ça correspond précisément à l'indicateur 9.1.1 des ODD. Donc c'était comment dire, un indicateur où on manquait de données et d'une méthodologie claire. La Banque mondiale avait travaillé sur ce sujet, mais n'a pas abouti à trouver des précisions, notamment sur l'accès en lien avec avec le temps et les conditions météorologiques. Donc, on a réussi à élaborer cet indicateur RAI à partir de leur méthode, mais avec des données qui sont disponibles en ligne. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la méthodologie, mais tout cela est disponible, enfin, on le partagera volontiers avec vous, et puis c'est disponible sur notre site web. Mais ce que vous voyez ici, juste, c'est qu'il y a des zones au Québec et dans d'autres provinces du Canada qui sont couvertes, c'est les zones oranges, puis les zones qui sont exclues sont les zones qui sont
près des villes ou des zones urbaines ou près de l'infra accessible par temps, pas au-dessus de 90% du temps, sous différentes conditions météorologiques. Et voilà, donc ça aussi, ça donne lieu à un score qui permet de calculer le pourcentage de la population qui a accès à ces routes, cette infrastructure de base en permanence. Voilà, donc ça, c'est deux indicateurs qu'on a créés, enfin, qu'on a élaborés, qui vont être utilisés dans l'index, enfin l'indice ODD qui va sortir en juin. Et puis on souhaiterait aussi le raffiner et mettre en contexte aussi les villes à différentes échelles, dont par exemple le Canada ou le Québec, en utilisant ces indicateurs. Donc ça, c'est un peu ça me mène à la fin de ma présentation. C'est nos pistes de collaboration et de travail, de recherche qui vont continuer. Donc on a, comme j'avais mentionné, on a travaillé avec on a sondé des collectivités locales à travers le monde en collaboration avec l'OCDE et le comité des régions de l'Union européenne. On a réussi 300 réponses des collectivités à travers le monde, dont plusieurs au Canada et 4 au Québec, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est sur les politiques publiques qui ont été mises en œuvre dernièrement, un groupe pour appuyer la mise en œuvre des ODD à l'échelle locale, dans un contexte où l'inflation commence à ronger les budgets des ménages et des collectivités aussi. On va présenter les résultats de cette recherche lors du forum politique de haut niveau de l'ONU en juillet avec l'OCDE. Donc, je vous invite à suivre la suite de cette recherche qui va donner lieu à une proposition de papier politique sur les pratiques généralisées des collectivités, notamment des collectivités de taille moyenne, moins de 50 000 habitants, à travers le monde, dans l'OCDE et ailleurs. Et voilà, donc on souhaite aussi peut-être approfondir cette recherche à différentes échelles. Et le deuxième piste de recherche, et je vais terminer là-dessus, c'est je mentionne juste parce que c'est un sujet dont il y a beaucoup d'intérêt. C'est en lien avec les émissions Scope 3 des collectivités. Nous avons un autre indice, The Global Commons Stewardship Index, qui est mené avec l'Université de Tokyo et l'Université Yale, où on travaille sur l'impact des externalités générées par des pays notamment, mais aussi de plus en plus par des provinces ou des entités au sein des pays, des gouvernements locaux, leurs impacts via la consommation des produits et des services importés. Donc, en fait, on va un peu calculer et donner un score, notamment aux régions et de plus en plus aux villes à partir de leur consommation de services venus de l'extérieur. Et ça, on travaille avec la méthodologie, en se servant des bases de données MRIO, qui peuvent être constituées de différentes façons. On travaille aussi beaucoup avec des bases de données MRIO qui existent déjà, comme Gloria ou Eora, mais de plus en plus, on essaie de constituer nous-mêmes de telles bases avec des données, notamment des sondages sur la consommation qui existent, par exemple, au Canada. On a travaillé sur cette méthodologie en Australie avec la ville de Sydney, mais on souhaite continuer dans cette veine et on aura, j'espère, des annonces dans un avenir proche à ce sujet, près de chez vous. Mais en tout cas, je vais terminer là-dessus, mais ça donne un peu vite un panorama de ce qu'on fait sur la localisation des indicateurs et nos pistes de recherche dans le domaine. Voilà, merci. Puis volontiers pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Donc, en fait, je suis très content en fait de ces travaux-là de SDSN, Sustainable Development Solutions Network, qui sont basés à Paris. Donc, d'où la raison pour laquelle ils sont à distance. Très content pour leurs travaux, en fait, à localiser les indicateurs, donc à les mettre à l'échelle des villes et des collectivités, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Donc, on va certainement pouvoir poser des questions à l'équipe. Pour l'instant, j'invite, mais en fait, elle est déjà ici, Amsatine Jésuel Rabiala, qui va nous parler de santé durable. Donc, on est toujours dans le suivi et l'évaluation des ODD et on va aborder un sujet un peu plus spécifique à l'échelle locale. Donc, Amsatine, je te cède la parole. Merci. Bonjour, je suis Amsatine Rabiala, étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. J'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui les résultats préliminaires de notre extension de la littérature grise sur le suivi et évaluation des ODD, mais portant sur les enjeux et bonnes pratiques associées à la mise en œuvre de la santé durable à l'échelle locale. Ouais, je ne sais pas comment. Attends, mais ça se peut qu'il y ait la liste. Ah, OK. Ouais, c'est bon. OK, c'est bon. Bon, on va suivre le plan suivant et je vais commencer par une brève introduction pour vous mettre en contexte sur la santé durable avant d'entrer dans le vif du sujet. À notre connaissance, il y a très peu de littérature qui explore la santé durable, notamment la définition et les caractéristiques. Là, je vous présente ici la définition consensuelle entre l'Alliance Santé Québec et Chardon, et qui présente la santé durable comme un état complet de bien-être physique, mental et social atteint et maintenu tout au long de la vie, grâce à des conditions de vie saines pour tous, grâce à l'accès à des ressources appropriées, utilisées de façon responsable et efficiente. On peut remarquer que la santé durable est plus large que le DD3. Elle a une vision holistique des déterminants de la santé et qui sont considérés dans les 16 autres ODD. La santé durable est caractérisée par 4 principes fondamentaux. Donc, il y a l'équité qui est le principe phare, l'équité en santé, mais aussi en déterminant de santé. L'équité concerne également la génération actuelle et les générations futures. Il y a la perspective intergénérationnelle qui est très, très forte en santé durable et cela implique la gestion, la bonne gouvernance des ressources actuelles, donc et de la biodiversité, dans le respect des contraintes liées au caractère limité de ces ressources. Cela implique également un développement et un maintien du capital humain, social, économique et culturel. Mais le troisième principe est la participation citoyenne. Elle s'appuie sur la considération de la capacité d'agir individuelle et communautaire et le partage de pouvoir qui implique la citoyenne dans la prise des décisions. Mais enfin, il y a la dynamique territoriale qui renvoie à l'intercollectivité, à l'interaction entre les acteurs en vue de répondre aux crises systémiques. Les composantes de la santé durable sont interreliées et circonscrivent sa capacité à appréhender les déterminants de santé. Les déterminants de santé peuvent être individuels, par exemple les caractéristiques génétiques, mais peuvent être aussi politiques, structurels comme les systèmes politiques économiques, mais peuvent à la fois être individuels et structurels, comme les habitudes de vie, par exemple. Donc, on assiste actuellement à un engouement sur la santé durable. Tout le monde en parle. On s'intéresse beaucoup à la santé durable, notamment en matière d'initiative et surtout d'évaluation aussi. Et ça, c'est dans un contexte où on a une insuffisance de production de données pour l'ensemble des cibles des ODD, mais surtout l'ODD 3, dont la plupart des cibles sont spécifiques aux pays à faible revenu.
Donc, c'est d'ailleurs une des complexités auxquelles font face les municipalités. Donc, d'où l'intérêt de la transition vers les indicateurs de la santé durable, qui a beaucoup de points communs avec la santé et le bien-être. Et dans ce contexte, la littérature suggère que les cadres conceptuels et les approches mobilisées pour développer les indicateurs influencent la prise en compte des réalités locales. Donc, on a mené au début une recherche exploratoire de la littérature crise et scientifique et on avait des doutes s'il y a des indicateurs et des cadres conceptuels d'évaluation spécifiques à la santé durable. Donc, notre objectif était de vérifier d'abord, d'explorer s'il y a des cadres conceptuels d'indicateurs en santé et bien-être pouvant guider le développement d'indicateurs en santé durable. S'il n'y a pas des indicateurs ou des cadres conceptuels existent déjà qui sont spécifiques à l'évaluation de la santé durable, ben ensuite de dégager les approches qui ont été mobilisées pour développer ces indicateurs et de documenter les enjeux et les bonnes pratiques dans ce processus, y compris aussi la mise en œuvre. Donc, pour répondre à ces objectifs, nous avons mené une revue narrative de la littérature crise. Suivant les recommandations de Sandra, nous avons combiné des mots-clés sur la santé durable, santé globale, avec évaluation, suivi indicateur et avec l'accent sur un accent local. Les documents pour être inclus devraient porter sur des indicateurs d'évaluation de la santé et du bien-être avec une perspective holistique, présentant des démarches de développement des indicateurs de la santé et du bien-être à l'échelle territoriale dans des contextes occidentaux et issus de la littérature crise. Nous avons pu sélectionner donc 33 documents, dont la plupart des documents viennent du Canada, des États-Unis et d'Europe. 61% de nos documents étaient publiés à partir de 2015 et ce sont surtout des rapports d'organisation, mais aussi quelques guides méthodologiques et recensions des écrits. Alors, nous avons constaté qu'il n'y a pas de cadre conceptuel ni d'indicateur spécifique à l'évaluation de la santé durable. Mais toutefois, il existe de nombreux cadres conceptuels en santé et en bien-être avec une perspective holistique, dont certains intégraient les principes fondamentaux de la santé durable. On peut les classifier en 4 catégories selon leur perspective. Donc, il y a la perspective du cycle de vie, où les indicateurs couvrent toutes les populations à chaque étape du cycle de vie. Ces cadres sont particulièrement pertinents pour mesurer les différents stades du cycle de vie et pour certains groupes de populations spécifiques comme les immigrants ou les autochtones ou les personnes vivant avec en situation de handicap, par exemple. Je m'excuse. Il y a une perspective de développement durable aussi qui met l'accent sur la représentation des besoins des futurs citoyennes. Dans ces cadres, les indicateurs intègrent les scénarios futurs des déterminants de santé et bien-être au sein des communautés et leurs impacts potentiels au niveau local. Mais il y a la perspective communautaire où la participation des citoyens façonne les spécificités des indicateurs. Ces cadres contiennent des indicateurs de quartier, souvent plus holistiques et pragmatiques, reflétant le contexte local. Et enfin, il y a la perspective de reddition des comptes où des cadres intègrent souvent des indicateurs à portée nationale et internationale et utilisent souvent des cadres validés nationalement aussi internationalement. Ces cadres conceptuels qui intègrent les principes de la santé durable proposent des indicateurs qui pourraient être pertinents pour évaluer la santé durable.
On perçoit des indicateurs sur la participation au vote ou à la consultation citoyenne ou à la prise de décision qui reflètent la prise en compte du niveau de participation des citoyennes, des indicateurs pour des groupes spécifiques, comme je disais tout à l'heure, mais ça intègre également des indicateurs sur la tolérance d'une ville à la diversité, qui reflète la prise en compte de l'équité, de diversité et inclusion, des indicateurs également pour géolocaliser les inégalités sociales de santé, la répartition inégale des enjeux et des opportunités. Mais il y a aussi des indicateurs sur le bonheur, la satisfaction à l'égard de la vie, le sens et le but donné à la vie, qui reflètent les bien-être objectifs et ses dimensions subjectives. Et la prise en compte de la santé et du bien-être des générations futures se fait par des indicateurs portant sur les risques et les opportunités futures, le maintien et le développement des capitales économiques, environnementales, sociales et culturelles. Les approches mobilisées pour développer ces indicateurs étaient souvent participatives. Toutefois, la participation varie d'une perspective à une autre. On remarque la dominance de participation des experts et d'acteurs interdisciplinaires dans les perspectives de développement durable, de cycle de vie et de reddition des comptes. La participation élevée des citoyennes et groupes marginalisés était souvent associée à la perspective communautaire. L'analyse de nos résultats a permis aussi d'identifier quelques enjeux, notamment méthodologiques et techniques, qui a l'insuffisance de participation à la construction d'indicateurs. Les indicateurs aussi étaient trop généraux, ne permettant pas d'apprécier l'évolution de la situation locale, ainsi que les mécanismes ayant mené les progrès. Les indicateurs spécifiques des réalités des quartiers les plus vulnérables aussi étaient insuffisants, et la collecte de données à l'échelle d'une ville est complexe. Elle requiert, comme on a dit hier, une expertise technique permettant l'exploitation des systèmes informatisés souvent sophistiqués. Mais les enjeux portent également sur les questions politiques, notamment la démocratisation des données, mais où l'engagement du secteur public et des parties prenantes à partager leurs données est crucial et concerne également la mise à jour régulière des bases de données. Et sur le long terme, il y a aussi l'enjeu sur la bureaucratisation du processus et les biais d'interprétation des données, qui risquent d'entraver l'analyse des défis et la mise en œuvre de changements plus radicaux. Et côté financier, donc on sait que les ressources financières utiles pour mettre en place un système d'information adéquat sont souvent considérables. Mais face à ces enjeux, nos documents aussi nous ont permis de recenser quelques bonnes pratiques. Il y a pour favoriser la participation, la littérature suggère de favoriser cette participation à travers un veille constante à la manière d'impliquer un large éventail des parties prenantes et des citoyennes, en assurant surtout qu'on donne la parole dans la formulation des mesures de santé et de bien-être. Cela permet d'identifier des indicateurs de haute qualité, pertinents pour la population et neutres sur le plan politique. Les personnes impliquées dans ce défi également devraient être soutenues, encouragées dans un climat de confiance. Et pour démocratiser la production des données, la littérature suggère de mener des négociations de haut niveau pour convaincre les institutions concernées. Il s'agit de reconnaître que les données servant à mesurer la santé durable devraient être plus intégrées et nuancées et incluent la science d'incertitude, donc notamment la prise en compte dans la prise en compte de la perspective intergénérationnelle. Et cela repose également sur la reconnaissance
que la collaboration effective est la clé de la réussite au-delà des cloisonnements politiques. Et enfin, pour augmenter la crédibilité des données tout en réduisant le coût, on conseille d'envisager de confier la collecte des données à des organisations neutres. La possibilité aussi de mettre en place un système de guichet unique qui est réputé plus économique. Et cela s'appuie aussi sur la volonté de partager le pouvoir en reconnaissant que le pouvoir n'est pas concentré, mais plutôt partagé. Contester et négocier devrait permettre de partager les informations et de remettre en question les pratiques non durables dominantes. Donc, pour conclure, on sait qu'il n'y a pas de modèle conceptuel ni d'indicateur spécifique de la santé durable. La santé durable est un concept en émergence. Des indicateurs pertinents existent pour évaluer, donc c'est pertinent pour évaluer la santé durable. Ensuite, nous avons aussi identifié des défis et bonnes pratiques spécifiques à l'opérationnalisation des principes de la santé durable et nos résultats seront mis à la disposition des municipalités pour répondre à leurs besoins. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Donc, vous pouvez prendre place. On va continuer avec la présentation de Liliana Diaz, qui est coordonnatrice scientifique au Institut EDS, qui va nous parler, en fait, qui va poursuivre la discussion sur l'utilisation des ODD. Et donc, la parole est à toi, Liliana. 15 minutes. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui le contexte, en quelque sorte, dans lequel on travaille, entre autres, pour favoriser ce genre de rencontres et de réflexions. Donc, quelques éléments sur l'appropriation et la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les municipalités. Tout ça se fait dans le cadre d'un projet que je vais vous présenter et donc pour lequel on travaille avec ma collègue Julie qui vient de sortir, la professionnelle de recherche pour ce projet, et dont le chercheur responsable est Étienne Berthold, qui ne pouvait pas être présent cette semaine avec nous, mais qui est derrière tout ce travail. Donc, je vous introduis rapidement l'Institut, ensuite la démarche, le processus qui nous a amenés au projet, plus spécifiquement le projet sur lequel on travaille actuellement et quelques réflexions à partir desquelles donc, on développe les prochaines étapes. Alors, l'Institut regroupe une centaine de chercheurs de toutes les facultés de l'Université Laval et d'autres universités comme juste ici présents. Alors, on est très heureux depuis longtemps de servir comme de plateforme de rencontres et de croisement de connaissances interdisciplinaires, intersectorielles. Et les objectifs de développement durable nous ont servi vraiment comme ce cadre qui facilite le dialogue et qui permet comme de délimiter un certain nombre d'enjeux qui sont interreliés et qui s'alimentent mutuellement. Donc, c'est quand même un bon point de départ pour encourager ces collaborations. Et dans ce cadre, on a développé plusieurs réflexions et l'approche de la démarche, ce qu'on appelle la démarche intégrée, sur laquelle on travaille depuis 2016, c'est en quelque sorte une approche de collaboration, une approche collaborative qui regroupe ou recueille beaucoup d'éléments déjà connus, qu'on a parlé hier, de beaucoup d'initiatives qui existent, de comment on mobilise les connaissances, les acteurs autour d'enjeux spécifiques. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Pendant les premières années, on a travaillé spécifiquement sur les campus de les universités. Donc, on a commencé à l'Université Laval. On a travaillé avec des universités aussi à l'étranger. On est allé jusqu'au Sénégal pour voir comment les campus des universités peuvent mieux s'intégrer sur leur territoire avec le territoire environnant, avec les acteurs qui sont proches, puis que des fois, il n'y a pas de lien
On a fait beaucoup de réflexions autour, justement, comment on intègre les différentes dimensions des objectifs de développement durable en 3 étapes, donc diagnostiquer, mobiliser, idéer. Donc, ce qui émerge de ce processus, c'est essentiellement des idées qui sont le résultat de cette intelligence collective qui est mobilisée. Donc, vous voyez comment les ODD peuvent servir de point de départ pour produire plusieurs réflexions sur les liens, les interactions. On travaille sur une visualisation aussi du territoire, de l'espace. Tout ça, c'était à l'époque où on avait un directeur qui était architecte, André Potvin, avec lequel donc, on a produit un premier article sur comment toute cette démarche peut amener à l'émergence de nouvelles idées. Et aussi, on a travaillé avec la Ville de Québec et avec une école en particulier pour produire aussi, élaborer un guide de comment intégrer les objectifs de développement durable dans des activités pédagogiques. Donc, il y a un grand potentiel vraiment de comment travailler avec les objectifs de développement durable pour réfléchir à de nouvelles manières de faire. On part de ce qui existe, on part de la situation actuelle, on la documente dans tout ce qu'on appelle l'étape de la mobilisation de connaissances pour que les participants sachent quel est l'état de la situation. Et à partir de ça, on se projette vers le futur avec une idée de venir répondre à tous ces enjeux interreliés et croisés. Donc, à partir de ces résultats-là, on voulait aller plus loin et pouvoir déployer la démarche sur, disons, un contexte qui pourrait être favorable à un déploiement plus grand. Et on voit que définitivement, c'est les villes, l'échelle d'intervention où on peut plus intervenir sur les objectifs de développement durable. La plupart des indicateurs des ODD donc, peuvent être mesurés à l'échelle locale et les actions qui permettent de les réaliser sont définitivement réalisées nécessairement à cette échelle. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qu'on connaît. Je vais parler un peu plus de ça tout à l'heure. Mais en général, ce qu'on voulait, c'est donc de passer au cycle plus complet des démarches reconnues pour le développement durable, qui intègre également donc, la mise en œuvre, le suivi et évaluation, donc intégrer les éléments d'idéation sur lesquels on avait travaillé précédemment dans des démarches formelles de mise en œuvre, de prise de décision et réfléchir la manière aussi comme on peut mesurer les résultats à l'échelle locale. Donc, on a un projet qui a démarré en 2021 dont l'objectif est de renforcer le rôle des collectivités locales dans cette mise en œuvre des ODD, tout en prenant en compte des enjeux locaux, le contexte local et pour contribuer au programme 2030, c'est un projet qui est financé par le gouvernement fédéral. Et donc, on veut aussi réfléchir à la manière comme les différentes échelles de décision peuvent s'articuler, puis peuvent mieux s'imbriquer pour qu'il y ait des impacts plus concrets sur le terrain. Donc, ultimement, l'objectif du projet, c'est d'accélérer les transitions socio-écologiques, améliorer la cohérence entre les actions des acteurs, des secteurs et des paliers de décision. Alors, le projet, tel que mentionné, donc, il est financé par Emploi Développement Social Canada, qu'on remercie ici parce que ça nous permet justement de réaliser des activités comme celle d'aujourd'hui. Et on a 3 volets sur 3 années. On a un volet d'accompagnement local avec 3 villes. Ville de Québec, dont on a un partenariat, Ville de Baie-Saint-Paul et Ville de la Malbaie. Je profite aussi pour saluer aujourd'hui spécialement la population de Charlevoix qui a été fortement touchée récemment par les inondations. Et on avait passé de belles journées à Baie-Saint-Paul juste 2 semaines avant pour réaliser des ateliers de consultation sur la vision du nouveau plan de développement, plan d'action de développement durable pour les prochaines années jusqu'à 2030.
Donc, c'est clairement un contexte très difficile qu'on traverse actuellement. Et donc, c'est un des volets. Le premier volet, donc, c'est le volet d'accompagnement pour les 3 villes, avec vraiment une approche très différente dépendamment du contexte de la ville. C'est très spécifique. Chaque ville a un point de départ qui est différent. Et ce qu'on veut faire, c'est justement, à partir des résultats de chaque processus, faire émerger des leçons, des apprentissages qui peuvent être transférés dans d'autres villes, en quelque sorte, pour faciliter à d'autres villes qui voudraient initier des processus similaires, avoir des outils de référence, des exemples et des personnes aussi auxquelles ils peuvent se référer, qu'on aura mis en contact, qu'on aura connus, avec lesquels on aura développé des liens. Donc, tout ce processus d'accompagnement est en cours. Évidemment, il y a le volet de partenariat qui nous permet de partager ces résultats dans des occasions comme aujourd'hui, dans des événements comme celui-ci, et de créer des liens également entre nos chercheurs, entre les différents intervenants du milieu. Donc, un exemple, c'est par exemple de l'ACFAS de l'année passée. Il y a eu concrètement le lien qui s'est fait entre le projet de juste les préoccupations du ministère des Affaires municipales. Il y a un résultat qui a été présenté hier. Donc, c'est le type de maillage qui sont possibles grâce à ce genre de projet où on crée des plateformes de rencontres concrètes où on connaît les intérêts, les besoins des uns des autres, les actions, les possibles contributions de tout le monde. Et c'est ces maillages concrets qui peuvent amener à accélérer en quelque sorte et à dynamiser les possibilités de réponse. Justement, la présentation d'Ansatina tantôt, ça répond à une question que la Ville de Québec nous a posée il y a plusieurs mois en disant comment est-ce qu'on peut améliorer nos indicateurs de santé durable. Et c'est toute c'est ce croisement entre des questions qui se posent d'un côté puis les possibles réponses qui peuvent émerger du milieu académique. Donc, c'est ça notre rôle et comment on travaille depuis quelques années. Et évidemment, de tout ça, il y a des formations qui peuvent émerger. Il y a une école d'été aussi avec le CIROD dans laquelle on collabore et une formation prochainement qui va être organisée à l'attention de l'ensemble des municipalités pour faire ressortir des résultats notamment du colloque de cette année et de tous les travaux qu'on réalise pour les communiquer à l'ensemble des municipalités intéressées, et ce, non seulement au Canada, mais non seulement au Québec, mais à l'ensemble du Canada. Donc, j'ai reculé, excusez. Alors, j'ai 2 minutes juste pour vous dire, c'est de bien, là. Comment, donc, derrière tout ça, il y a une grande réflexion qui est menée sur comment, justement, localiser les ODD. Donc, il y a toute cette mise en contexte, tout ce transfert du global au local. Et je voulais vous mentionner une publication dans laquelle j'ai eu la chance de participer, un travail qui s'est fait en 2020, et puis finalement, la publication est sortie en 2022, avec une méta-analyse de littérature académique, en partie de la littérature grise, 3000 études, et qui a donné des résultats sur qu'est-ce qui se fait actuellement à l'échelle globale dans les différents niveaux, national, régional, sous-national, local, différentes dimensions de comment est-ce que les objectifs de développement durable ont un effet pour orienter la prise de décision. C'était en quelque sorte ça la question au fond de toute cette démarche. Et il y a une catégorisation des effets, notamment institutionnels, discursifs, relationnels et en termes de ressources. Donc, par rapport aux autorités sous-nationales, il y a clairement, c'est un peu trop tôt peut-être pour avoir des résultats trop clairs. Les initiatives sont en émergence, mais on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Et il y a beaucoup qui parlent aussi, non seulement de ce qui est fait, il n'y a pas nécessairement des résultats avérés, mais beaucoup de ce qui peut être fait, donc une vision aspirationnelle des ODD.
Et on souligne l'importance des interactions entre les politiques locales, la prise de décision et les contextes, évidemment, de décision des autres paliers. Donc, il faut en tenir compte. Plusieurs exemples font les analyses plus spécifiques de certains ODD, comme ceux sur l'eau ou l'ODD 11 sur les villes et communautés durables. Mais il y en a plusieurs qui montrent non seulement l'aspect de comparation ou de comment voir l'état de la situation, mais de collaboration. Tout ce que, par exemple, l'exemple de table ronde dont peut-être nos partenaires des DSN pourraient nous parler, parce que je sais qu'ils collaborent également dans ce type d'initiative. C'est de mettre ensemble les villes, c'est de les faire collaborer puis de partager des expériences, l'approche de communauté, de pratique, toutes ces approches-là sont aussi très utilisées et les objectifs de développement durable sont en bon cadre pour les développer. On constate donc des effets et des exemples très concrets en termes institutionnels, donc des structures qui sont mises en place pour organiser, pour mettre en œuvre, pour briser des silos entre direction, unité à l'intérieur des villes, des exemples comme Singapour, comme Malmo. Et il y a aussi beaucoup d'effets discursifs qui peuvent être positifs ou négatifs. Il peut y avoir de l'instrumentalisation des ODD pour certains partis politiques, de montrer leur prise de position. Mais ça permet aussi un certain recadrage conceptuel par exemple, je pense que c'était un exemple à Milan par rapport au gaspillage alimentaire, une politique de gaspillage alimentaire qui va venir relier beaucoup d'enjeux qui étaient, disons, décousus à un moment donné. L'approche des ODD va permettre des politiques un peu plus intégrées pour certains enjeux et beaucoup d'initiatives de planification urbaine encadrées par les ODD. Donc, énormément d'exemples comme Bristol, Los Angeles, Buenos Aires, New York, et une qui nous intéresse, donc qui nous a inspiré particulièrement, c'est Los Angeles, qui utilise une plateforme en accès libre pour communiquer les résultats des ODD, l'avancement, mais aussi des collaborations avec des universités qui produisent des études, qui ont des stagiaires qui alimentent les enjeux spécifiques pour la ville. Donc, c'est ce genre de collaboration qu'on souhaiterait encourager. Dont les effets relationnels, donc énormément d'apprentissage qui sont tirés du design collaboratif, donc un peu comme nous, on avait travaillé précédemment pour la démarche, et qui signale le rôle très central des indicateurs, mais notamment de l'élaboration participative d'indicateurs avec toutes les considérations et les différentes préoccupations qui ont été mentionnées ici dans ce colloque, mais comme un moment très important pour pouvoir arrimer des visions différentes de développement, prendre des décisions concertées et arriver à des approches collaboratives avec un impact intéressant. Donc, par rapport aux ressources, est-ce qu'on mobilise plus ou moins de ressources à partir des ODD? Il reste encore beaucoup de recherches, mais il y a aussi de plus en plus d'appels à projets et dont beaucoup de cadres qui se font avec une prise en compte des objectifs de développement durable. Donc, probablement, l'accès aux ressources aussi va être recadré par rapport aux ODD. Bon, en plus des exemples qui existent dans la littérature, nous-mêmes, on a rencontré beaucoup ici au Canada, qu'on a partagé dans d'autres événements. Donc, c'est documenté déjà, puis on a des présentations dans le cadre de notre projet qui permettent de savoir ce que font plusieurs villes au Canada, même au Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a plein d'études autour du monde sur les examens locaux volontaires comme un outil très intéressant pour les villes. Et bon, actuellement, on réfléchit comment on intègre tout ça dans le contexte du Québec, dans lequel, on le sait, c'est plus difficile de mener des démarches complètes, c'est de plus en plus difficile. On l'a vu hier, il y a peut-être un moins d'intérêt pour
pour ça, mais plus pour des approches plus sectorielles, mais il reste que garder en toile de fond les ODD pour ne pas perdre la vision d'ensemble, ça pourrait être intéressant. Et il y a beaucoup d'initiatives qu'on a vues ici ou dans ce colloque, entre autres, très structurantes dans plusieurs régions, donc ça peut être des opportunités intéressantes pour collaborer justement à construire une vision commune avec un référentiel qui pourrait être intéressant pour faciliter les suivis et améliorer les résultats. Donc, les liens, si vous êtes intéressé, puis une petite image de la Malbaie lorsqu'on a réalisé des diagnostics l'année passée. Merci beaucoup. Nous allons passer à la période de questions. J'espère que nos collègues en ligne sont encore en ligne. Vous êtes là? Ok, ben, ils sont là. Super. Ouais. Je regarde la salle ici. Est-ce qu'il y a des questions? Pour Liliana, lors de la présentation, il y a une partie où c'était marqué autorité sous-nationale 73. Ah, c'était la page du livre, excuse-moi. Oui, je regarde la salle comble. Oui. Merci beaucoup en premier pour toutes les présentations. On a bien apprécié ça. Je trouve que, passer aux trois présentations, un thème que j'ai aperçu, c'est vraiment sur l'agrégation des données. Et surtout, dans la dernière présentation, vous avez mentionné les données, les connaissances autochtones. Et je me demandais s'il y avait des méthodes, des méthodologies, des appels intéressants, innovants pour vraiment non juste intégrer les connaissances autochtones, mais vraiment, nos partenaires appellent ça surtout de tresser ensemble, braid together, les connaissances, les différents systèmes de connaissances. Et je me demandais aussi pour les autres présentations s'il y avait des approches innovantes. Merci. Oui, donc pour ceux qui sont en ligne, la question porte sur des innovations en termes d'intégration des connaissances autochtones dans les méthodes d'évaluation. Donc, par exemple, lorsqu'on veut créer des indicateurs, mais aussi pour les agréger. Donc, si vous avez des points à discuter là-dessus. Donc, peut-être je commence très rapidement. Dans le projet, il y a clairement un intérêt et on collabore avec la Nation Huron-Wendat. En ce moment, je dirais que nous sommes plus à la recherche des approches, mais qu'on voudrait les valoriser. Donc, tout ce que vous avez partagé, ça nous intéresse et c'est aussi l'intérêt de nos partenaires. Ils sont un peu avides de connaître aussi ce qui se fait parce qu'actuellement, ils ne travaillent pas vraiment avec les objectifs de développement durable et ils travaillent sur plein de projets de développement durable comme tel, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus intéressant avec les ODD? Ça, c'est ce qu'on se demande. Ils voudraient avoir toutes les propositions possibles. Merci pour la question. Dans la littérature crise, dans l'approche, dans la perspective communautaire, il y a pas mal de cadres conceptuels, d'indicateurs spécifiques et d'intégration des données. Mais c'est tellement spécifique aux populations autochtones, mais je ne suis pas rendue encore à l'analyse comparative de nos données, mais je pense que ça va sortir quand on aura terminé. On a identifié, je ne sais pas, 25% des documents, là, ça concerne des populations autochtones. En ligne, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que la collecte de données pour les populations autochtones reste un sujet un peu compliqué. Je sais que, par exemple, dans notre rapport pour le Brésil, c'était vraiment une des grosses lacunes de données parce que les problématiques liées aux peuples autochtones est vraiment très, très grande au Brésil.
Je pense que les gouvernements essaient d'utiliser de plus en plus les données, par exemple, liées de déforestation et où ça se trouve, pour essayer de mieux cibler les solutions. Mais en termes des données quantitatives, vraiment des valeurs explicites, ça, je connais pas trop de nouveautés en termes de données quantitatives sur ces questions-là. Mais ça reste une communication très, très importante. De votre côté, Tudor, est-ce que vous avez des... On n'a pas une solution, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on explore aussi, soit avec des partenaires au Canada. Mais c'est quand même quelque chose qui, Ouais. je pense, souvent. Super. Merci beaucoup. Juste Oui. pour rebondir par rapport à ce type de terrain un peu spécial et auquel on n'a pas forcément accès, ça me fait penser à une démarche, vous parliez de OpenStreetMap tout à l'heure, qui a été réalisée en Haïti quand il y a eu ces gros bouleversements climatiques et qui a pu être cartographiée très rapidement dans des délais très courts, ce que Google n'avait pas réussi à faire à l'époque. Et du coup, sur des démarches un peu similaires où on est censé aller chercher des choses plus sensibles, plus fines, peut-être qu'une démarche participative en one shot, peut-être sur un moment donné, pour aller collecter des données de façon très massive, ça peut peut-être être intéressant, je pense, à aller creuser. Enfin, une idée parmi tant d'autres, mais j'ai l'impression que ça pourrait être ce type de démarche et de processus à mettre en œuvre. Ouais. Vous avez entendu en ligne Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Chat. Je vais pas. Oui. Bon, allez-y. Je pose la question, puis je l'aurai. Oui, je vais essayer si elle n'est pas trop longue. Ma question s'adresse particulièrement à je ratais les premières slides, je ne sais pas, mais j'espère que vous n'avez pas difficile. Ma question, c'est comment on fait pour gérer le risque de travailler avec des données institutionnelles, en tout cas qui ont été manipulées par les c'est une question qui m'est venue à travers votre exemple du Brésil. Vous avez fabriqué un indicateur des exploitations du Brésil. Or, les institutions brésiliennes, c'est Bolsonaro, qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à ce que la déforestation soit clairement identifiée. Et par ailleurs, il y a des scientifiques qui ont montré que le cadastre environnemental, donc je ne sais pas si c'est utilisé, qui est fabriqué par le Brésil pour justement surveiller l'avancée du front de déforestation, a en fait été manipulé par, enfin, fait l'objet de plusieurs manipulations, soit parce que l'agrobusiness réussissent à jouer avec l'alimentation, soit parce qu'il y a des déforestation illégales, et c'est très compliqué, ça va être aussi. Les chercheurs qui ont été sur le terrain, par exemple la Pierre Delcourt qui est à Paris, pas très loin de vous, qui a fait du terrain dans le Nord-Est, qui a montré que les données du cadastre environnemental récent ne permettaient pas d'identifier le front de déforestation. Je veux savoir quel type de données vous utilisez en fait, pour gérer le risque que les données institutionnelles soient pas fiables. Est-ce que vous voulez que je répète la question de façon générale? Oui. Ben, en fait, la question se pose par rapport au risque lié à la qualité ou la fiabilité des données lorsque vous travaillez avec des données officielles des gouvernements, justement dans le cas du Brésil. Comment est-ce que vous gérez le risque que ce soit des données qui sont pas, on va dire, qui ont été manipulées en ce moment? Merci. Oui, merci pour la question. C'est une très bonne question, une à laquelle nous devons souvent faire face. Pour la question de la fiabilité des données, surtout quand il s'agit des données administratives, nous, ce qu'on fait dans STSN, c'est qu'on utilise seulement des données qui ont été préalablement harmonisées ou approuvées par des instances internationales. C'est-à-dire que, en fait, il y a un processus à travers lequel les pays ils soumettent leurs valeurs nationales à un organe de l'ONU qui est spécialisé dans le domaine donné, par exemple FAO pour les données agricoles ou ILO pour les données du travail ou la Banque mondiale pour les données économiques. Et ensuite, une fois que les bioénergétiques soumettent ces données
c'est à ces organes internationaux de les valider, les harmoniser pour que les valeurs soient comparables avec ceux des autres pays. Dans certains cas, les instances internationales ne sont pas en mesure de valider des données par manque d'informations. C'est pour ça que parfois on a des données manquantes pour des pays qui ont effectivement soumis des données parce qu'ils n'ont pas été validés par ces instances internationales. Et dans d'autres cas, il y a souvent des variations entre ce que le pays a soumis à l'organe international et ce qui a été publié par l'organe international, tout simplement pour des raisons de harmonisation des données. C'est un problème assez récurrent et on reçoit souvent des mails des bureaux nationaux statistiques comme quoi vous n'avez pas utilisé ces données-là, c'est pas les bonnes données, mais nous, en fait, notre approche, c'est de juste utiliser ce qui a été validé par les instances internationales. Et ça nous permet de nous protéger contre les influences nationaux des gouvernements qui veulent monter dans les classements, qui veulent un peu de marketing en termes de ODD, et aussi de rester neutre et avoir des résultats qui sont comparables parmi les pays. Et juste... oh, pardon. Vas-y. Non, mais j'allais complémenter en disant que l'intérêt des données géospatiales qu'on commence à de plus en plus intégrer, c'est que ça ne peut pas être faussé, enfin au moins si on les récolte des sources. Par exemple, on travaille avec des données de chez Esri ou d'autres fournisseurs de données, mais aussi des données qui sont mises à disposition par des instances internationales. Et du coup, l'intérêt, c'est de non seulement combler ce problème de latence qu'on peut avoir avec les données, des données officielles qui sont souvent quelques années, enfin qui ont 2 ou 3 ans. La donnée géospatiale peut être il y a 2 semaines, donc en fait ça permet de bypasser un peu la question et temporelle et aussi d'ingérence des pays. Oui, je pense que j'ai complémenté juste en disant que pour ODD 16, par exemple, qui prend en compte les institutions, l'état de la corruption, heureusement, on a pas mal d'initiatives non gouvernementales qui essaient de prendre compte de ces phénomènes. Du coup, on a par exemple Gallup, Transparency International ou The World Justice Project, qui en fait font des enquêtes des ménages pour essayer de mesurer des questions très essentielles liées à la corruption ou à l'état des droits qui dépendent pas du gouvernement. Mais oui, effectivement, une question très difficile, toujours très importante. Merci beaucoup. Oui, Simon. Merci pour les deux adversaires. Je m'adresserai particulièrement à Diana. Mais alors, nous allons pour travaux, mais je suis content que les travaux universitaires, ça progresse un peu dépendant du financement. Ce que je me pense, c'est par exemple, est-ce qu'il y a comment vous envisagez, par exemple, l'année 4, ou est-ce qu'il y a un plan de marche global, par exemple, ce projet-là sur 3 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire plus loin? Oui, je n'ai pas mentionné, mais le projet fait partie de ce qu'on appelle les projets structurants à l'Institut EDS. Donc, il y a quand même une décision, une volonté institutionnelle très claire de poursuivre le travail par différents moyens. Donc, je n'ai pas les détails en ce moment. Peut-être que pour l'atelier de cet après-midi, on va avoir quelques annonces institutionnelles, justement, des responsables du vice-rectorat. J'aimerais bien ça. Parce qu'effectivement, on travaille à voir comment on peut pérenniser donc, les résultats et le rôle, justement, qu'on voit que c'est bien, ça répond vraiment aux besoins de maintenir cette interface, cette possibilité. Oui, je vous dis, il y a une volonté, puis il y a cette décision de maintenir une structure. On réfléchit, puis entre autres, avec vous, comme ça apparaissait dans ma diapo, mais je ne l'ai pas mentionné, cette réflexion sur une communauté de données ouvertes pour les municipalités. C'est une réflexion qu'on mène donc ensemble et qu'il y a cette volonté d'explorer les possibilités de financement ou de comment la recherche peut venir appuyer
une structure de ce type. Mais c'est très, disons qu'il y a il y a différentes possibilités et il y a une décision de, évidemment, aller de l'avant. Ça, je pense que je peux le confirmer sans trop. Un soutien fort de l'université, une volonté, les objectifs de développement durable sont vraiment un des axes de développement de l'Institut. Donc, on veut suivre là-dessus. Merci beaucoup. Autre question? Oui. Merci beaucoup pour les présentations. Ben, je me dis, ça peut peut-être ça vient peut-être aussi chercher un peu de réflexion qui a peut-être eu lieu hier, mais dans l'idée d'utiliser les données dans les suivis locaux, moi, je me pose des questions au niveau des traductions, des indicateurs, des démarches locales qui souvent n'auront pas nécessairement le langage des ODD, mais qui pourraient être traduits, puis notamment au niveau de la santé. Je travaille dans un milieu plus rural, je dirais, puis il y a vraiment des démarches qui sont générées par la santé publique, qui sont institutionnelles, ils n'ont pas le choix de développer des indicateurs de santé durable pour suivre dans les communautés, puis il y a toute la question de l'évaluation qui vient après, mais tu sais, ODD n'est jamais nommé parce que ce n'est pas le cadre de référence. Ils sont soumis à la loi sur le développement durable, c'est plus et leurs indicateurs internes. Et je me demande, dans cette démarche-là, par exemple, de santé qui est locale, à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à faire de la traduction dans les ODD puis que ça continue de répondre aux besoins organisationnels spécifiques et aux besoins de reddition de compte, de compréhension d'évolution avec le cadre de référence des ODD. Vous avez cherché sur les indicateurs, puis c'est juste dire qu'il y a comme un champ à explorer parce que les indicateurs sont une méthodologie créée. Où est-ce que vous voyez ça, la traduction? Je vais juste traduire oui, pour les gens en ligne. La question porte sur la traduction des actions locales, ou en tout cas le lien en fait entre les actions qui sont entreprises localement et leur intégration dans le cadre des ODD. Leur traduction, en fait, comment traduire les actions locales dans le cadre des ODD. Je vais juste peut-être me lancer avec une première réaction, c'est que je trouve que la catégorisation qu'on a fait dans la publication sur quels sont les effets des ODD, puis parler des effets discursifs, par exemple, c'est important pour répondre à ta question. Est-ce que c'est nécessaire de parler d'ODD et pour être en train de travailler sur les ODD? Je pense que alors, le choix, par exemple, pour cette recherche, c'était uniquement de prendre les cas, les expériences dans lesquelles on parle explicitement d'ODD. Parce que si on avait pris tout ce qui se fait en développement durable plus large, ben, on n'aurait pas fini. Donc, il y a les ODD peuvent avoir un rôle, mais qui est à examiner comme tel. Est-ce que le fait de parler des ODD, ça permet, qu'est-ce que ça permet, entre autres? Et ça peut permettre de faciliter les arrimages entre certains secteurs, mais il faut pas, c'est clair qu'il ne faut pas que ce soit instrumentalisé de manière politique parce que justement, ça va avoir l'effet contraire. Donc, au bout de compte, ce qu'on peut retenir, c'est que le plus important, c'est de travailler sur les résultats et les actions qui peuvent être là, même si on ne les nomme pas comme ODD. Ça, c'est la première chose. C'est la matière première pour les indicateurs, pour les suivis, pour les actions. Ça va rester. Après, de quelle manière et par quelle raison on ajoute la couche ODD, il y a une volonté politique, il y a des villes qui vont décider de le faire pour toutes sortes de raisons. Mais on pense que dans la mesure où il y a une adoption quand même dans des stratégies de long terme à différents paliers, puis là je dis bien on pense, disons qu'il y a comme une certaine hypothèse dans plusieurs chercheurs qu'il y a ce potentiel de faciliter les arrimages entre paliers si dans ces stratégies de long terme qui vont au-delà des cycles
d'un gouvernement ou qui vont au-delà de position d'un parti, ben, on pourrait quand même continuer de se référer à des politiques, à des actions et à des résultats souhaités. Donc, ça peut donner une certaine stabilité, ça peut donner une certaine cohérence aux politiques, une certaine une plus grande efficacité, etc. Donc, c'est ma réponse de bien comprendre les différents rôles, de parler ou pas des ODD et que c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne le fait pas non plus. D'où on parle souvent dans les diagnostics de ce qui se fait. Puis tout ce qui se fait avant, ben, on ne parlait pas, mais on va tenir compte parce que le monde n'a pas commencé en 2015. Voilà. Moi, je dirais peut-être par rapport aux tendances que j'ai trouvées dans la littérature, mais ça relève du choix des villes, des municipalités ou des MRC qui veulent mettre en place des initiatives. Je pense que c'est possible de combiner, par exemple, une perspective de développement durable qui est très axée sur les ODD. Donc, il y a la perspective intergénérationnelle dont on parle beaucoup, qui n'est pas très considérée actuellement et qu'il faut qu'on s'y mette. Mais il y a aussi, on peut combiner ça avec la perspective communautaire pour prendre en compte les réalités de notre génération actuellement. Moi, je pense que ça fait partie du choix commun à faire au niveau local. Mais si c'est des indicateurs institutionnels qui ne considèrent pas tout ça, mais ce qu'il faut rendre compte, si c'est ça l'objectif, ça c'est une autre façon de voir les choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Ou des commentaires, réactions à cette question-là sur comment les paysans changent. Voulez-vous réagir? Ça va? Je suis très d'accord avec la réponse de Liliana. Je pense que c'est ce qu'on a vu aussi dans l'expérience avec les différents pays et les villes aussi. Ce qu'on a souvent vu, c'est des villes ou des pays qui vont faire une cartographie ou une espèce de mapping entre des cibles des ODD et des politiques déjà existantes et essayer de voir où sont les lacunes, où est-ce qu'il y a besoin de nouvelles politiques pour cibler certaines ODD qui ne sont pas forcément pris en compte à l'heure actuelle. Évidemment, il y a toujours le risque de ODD washing, c'est-à-dire qu'on va juste utiliser des politiques telles qui sont actuellement et juste que, OK, bah, du coup, cette politique-là, ça aide à cette ODD, cette politique-là, ça aide à cette cible-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin des indicateurs, des données quantitatives, objectives et comparatives, parce que ça nous permet de dire, au-delà de ce que disent ces exercices de cartographication entre les ODD et les politiques, quels sont réellement les résultats. Et c'est pour ça que au niveau de politique, c'est important d'avoir des budgets, c'est important d'avoir des politiques, mais c'est vraiment très important d'avoir le côté suivi, données, indicateurs pour voir ce que c'est réellement les résultats. Juste dans le cadre des revues nationales volontaires que doivent faire les pays pour l'ONU, on a vu beaucoup d'exemples de pays qui disent qu'ils font telle ou telle chose, ou telle politique, ils ont déjà atteint tel ou tel ODD, mais que dans les données qu'on a, c'est pas forcément le cas. Du coup, je pense que je soutiens complètement ce qu'a dit Liliana et je pense que le côté politique et le côté indicateur sont tous les deux très fondamentaux pour cette localisation des ODD. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on a comme temps aujourd'hui. Je vous invite peut-être, merci pour avoir été avec nous en ligne. Si vous avez bien sûr des questions pendant la pause, on va prendre une pause, encore des questions de suivi différentiel. Vous pouvez le faire pendant la pause. On a une pause de 15 minutes. Puis au retour de la pause, on continue avec une autre série de conférences. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Emma. À bientôt.
Merci beaucoup, Léna. À bientôt. Merci tout le monde. Ciao. Bonne soirée chez vous.